Chers élèves, bonjour. Revenons aujourd'hui sur le poème de Baudelaire intitulé « Les fenêtres ». Les fenêtres. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde d'une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fière d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869. Si ce poème de Baudelaire chante un objet banal du quotidien, la fenêtre, il s'agit surtout pour le poète d'énoncer sa conception de la poésie. Alors, quelle conception Baudelaire a-t-il de la poésie ? La première idée qui se dégage de ce poème est celle selon laquelle, pour Baudelaire, la poésie doit être comme une peinture. La deuxième strophe nous offre l'occasion d'observer un véritable petit tableau poétique. On peut supposer, avec la métaphore par-delà des vagues de toit, que l'observatoire du poète se trouve en hauteur. Les vagues de toit vont évoquer à la fois la multitude des toits et la couleur tellement particulière des toits de Paris, due à leur confection en zinc et en ardoise. Au bout de ce paysage, il observe cette fenêtre fermée, et cette fenêtre fermée est éclairée d'une chandelle, c'est-à-dire qu'elle est éclairée à la bougie. On retrouve donc l'idée du clair-obscur que l'on a déjà rencontré notamment chez Rembrandt. Donc je rappelle que le clair-obscur c'est une technique picturale qui consiste à créer des contrastes forts entre les zones éclairées et les zones d'ombre, comme dans cet autoportrait de Rembrandt. On retrouve cette idée de clair-obscur dans le texte de Baudelaire, ce clair-obscur qui va provoquer ce contraste et mettre en lumière notamment le personnage dont on va parler ensuite. Une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Il ne fait aucune concession avec le réel, il n'hésite pas à dire les choses telles qu'elles sont, il insiste sur les rides de la femme, sur sa pauvreté, sur sa misère, il représente jusqu'à la laideur et la souffrance. Deuxième idée énoncée par Baudelaire dans cet art poétique, la poésie doit raconter des histoires, elle est romanesque. Comme un romancier, c'est ce que nous dit Baudelaire, le poète va inventer, à partir du réel, des fictions, des légendes, dans lesquelles vont évoluer des personnages. C'est le principe même de la légende. La légende, elle va prendre pour thème des faits ou des événements qui sont plus ou moins historiques, et l'imagination littéraire de l'auteur ou l'imagination populaire de ceux qui se racontent cette histoire vont déformer la réalité et très souvent l'amplifier. On en vient tout naturellement à la troisième idée de Baudelaire, qui est l'idée selon laquelle la poésie doit transfigurer le réel. Cette idée, Baudelaire l'explique dans la première strophe de son poème, et il pose ce qu'on appelle un paradoxe, c'est-à-dire deux idées qui vont s'opposer très fortement. Quel est ce paradoxe ? Baudelaire nous dit que, selon lui, on voit mieux par une fenêtre fermée que par une fenêtre ouverte. Comment exprime-t-il ce paradoxe ? Eh bien, il va associer des mots qui s'opposent en créant ce qu'on appelle des antithèses. Ce que veut signifier Baudelaire, c'est que le poète est un voyant, capable de capter ce que les autres ne voient pas,
ou capable de modeler ce que les autres voient autrement. Cette idée, il la présente comme une vérité générale. On le voit à de nombreux indices. Tout d'abord, l'emploi du présent de vérité générale, et puis, chose que l'on retrouve aussi dans les proverbes, celui qui, ou l'emploi du pronom indéfini qui peut désigner tout le monde et n'importe qui, on. Savoir observer le réel et le transfigurer rend les choses plus profondes, plus mystérieuses, plus fécondes, plus ténébreuses, plus éblouissantes. Cette succession, cette longue énumération de comparatifs de supériorité, à ce titre, ne laisse aucun doute sur la question. Et ce qu'on doit savoir transfigurer, ce n'est pas seulement le réel que l'on trouve beau, mais également le réel que l'on trouve laid, ainsi que la souffrance. La souffrance, chez Baudelaire, peut être sublimée. Quatrième idée, la poésie pour Baudelaire est un véritable dialogue que l'on mène à la fois avec les autres et avec soi-même. On voit bien dans la toute dernière strophe du poème que le poète s'adresse directement à son lecteur. Mais ce dialogue n'est pas le seul que la poésie doit établir. La poésie doit aussi établir un dialogue entre le lecteur et lui-même. C'est ce que fait le poète. En créant la poésie, il vit mieux, il se comprend mieux lui-même, il comprend mieux qui il est. La lecture de la poésie, elle aussi, peut apprendre à mieux se connaître. Enfin, la poésie pour Baudelaire est liberté d'écriture. Il s'agit d'un texte qui ressemble à un texte en prose, mais qui en réalité est résolument poétique. On l'a vu déjà chez Pons, le principe de prose poétique. Pour amener la poésie dans son texte, Baudelaire recourt à 3 techniques. D'abord, il va essayer de faire naître des images. Ensuite, il va créer des effets de sonorité. Et enfin, on va voir qu'il a une liberté de ton absolument totale. D'abord, Baudelaire va créer des images fortes en utilisant par exemple des métaphores, l'antithèse, on l'a vu. Concernant la musicalité du texte, Baudelaire va avoir recours notamment à des figures de style en lien avec la répétition, les énumérations qu'on a déjà commentées, ou les anaphores, ou éventuellement, et c'est une figure de style que peut-être vous ne connaissez pas, l'épiphore, où on va répéter cette fois-ci en fin de groupe de mots, ou en fin de proposition, ou en fin de vers, un même mot ou un même groupe de mots. Ici, en l'occurrence, la vie. Pour finir, la liberté de ton dans ce poème de Baudelaire est totale. On observe par exemple une rupture totale de ton entre la première strophe très explicative et la deuxième très descriptive, ou entre la deuxième partie du poème et sa dernière partie qui constitue un dialogue. On change de mode d'énonciation, on change de situation, on mélange la généralisation et la situation personnelle, on amène un dialogue, tout ça exprime une grande liberté qui contribue fortement au caractère poétique du texte. Pour conclure ce cours, je vais vous donner à entendre un autre poème en prose de Baudelaire, lu par André Dussolier, qui s'appelle Le mauvais vitrier. Merci d'y prêter attention. Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent quelquefois avec une rapidité dont elles se seraient crues elles-mêmes incapables. Tel qui, craignant de trouver chez son concierge une nouvelle chagrinante, rôde lâchement 1 heure devant sa porte sans oser rentrer, tel qui garde 15 jours une lettre sans la décacheter ou ne se résigne qu'au bout de 6 mois à opérer une démarche nécessaire depuis 1 an, se sentent quelquefois brusquement précipités vers l'action par une force irrésistible, comme la flèche d'un arc. J'ai été plus d'une fois victime de ces crises et de ces élans qui nous autorisent à croire que des démons malicieux se glissent en nous et nous font accomplir, à notre insu, leur plus absurde volonté. Un matin, je m'étais levé, maussade, triste, fatigué d'oisiveté, et poussé, me semblait-il, à faire quelque chose de grand, une action d'éclat. Et j'ouvris la fenêtre, hélas. La première personne que j'aperçus dans la rue, ce fut un vitrier, dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne.
Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je fus pris à l'égard de ce pauvre homme d'une haine aussi soudaine que despotique. Hé! Et je lui criai de monter. Cependant, je réfléchissais, non sans quelque gaieté, que la chambre étant au 6e étage et l'escalier fort étroit, l'homme devait éprouver quelque peine à opérer son ascension et accrocher en maint endroit les angles de sa fragile marchandise. Enfin, il parut. J'examinai curieusement toutes ces vitres et je lui dis « Comment? Vous n'avez pas de verres de couleur? Des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis? Ah, puis donc vous êtes... Vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez pas même de vitres qui fassent voir la vie en beau ?» Et je le poussai vivement vers l'escalier où il trébucha en grognant. Je m'approchai du balcon et je me saisis d'un petit pot de fleurs, et quand l'homme reparut au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets, et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et ivre de ma folie, je lui criai furieusement « La vie en beau! La vie en beau !» Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril, et on peut souvent les payer cher. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé dans une seconde l'infini de la jouissance. Dites-moi, pourquoi, à votre avis, Baudelaire est-il tellement furieux contre le vitrier? Bonne réflexion, à demain.